À la faveur du deuxième congrès organisé à Washington, D.C., les membres de la Fédération des associations et camps d'Amérique se sont donné du bon temps pour visiter le Capitole des États-Unis, l'un des bâtiments les plus reconnaissables au monde, le centre de la démocratie américaine. Le bâtiment de renommée mondiale abrite la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis. Ici, l'on débat des lois et adopte des projets de loi au nom du peuple américain. Une séquence d'actes majeurs qui n'a pas manqué de retenir l'attention sur l'essence même du groupe. EBIA, c'est la fédération qui regroupe à la fois les écans du Cameroun, les écans du Gabon, les écans de la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Il y a des représentants gabonais. Il ne s'agit pas d'un groupe ethnique de Camerounais. Il s'agit plutôt d'un ensemble, d'une communauté qui s'appelle communauté ECAN. Donc nous ne combattons pas les gens. Nous ne sommes pas une association qui recrute même les individus. C'est les associations qui s'affilient dans EBIA. Donc, parce que nous avons trouvé cette formule qui est pratiquement unique et où on n'a pas raison de se discuter. En toute démocratie, nous avons un statut, nous avons un code électoral. Et puis ce que j'ai admiré en tant que doyen, en tant qu'aîné, c'est qu'il y a trop de discipline. Nous voulons former une diaspora, n'est-ce pas, intelligente, pas une diaspora qui s'insulte, qui insulte les autorités de nos pays. Nous voulons montrer un exemple aux yeux du monde pour que les Camerounais, les Écans, sachent que nous sommes également un peuple. Nous ne combattons personne. Et EBIA est ouvert à toutes les associations. Si nous sommes partis au début avec 3 associations, nous sommes 9 associations et il y a 3 qui sont en train de sonner à la porte. Et je vous assure qu'il n'y a pas mieux qui peut regrouper les écans. Ça, c'est le socle qui peut réunir les écans et le seul moyen. Une visite guidée de plusieurs dizaines de minutes qui a commencé par un film d'introduction avant l'arrêt dans la rotonde du Capitole où se trouve la fondation du grand homme entourée de peintures murales avec plusieurs couloirs de liaison. Cette salle, en réalité, elle avait été conçue pour être le caveau du premier président des États-Unis avec sa femme. Mais il est décédé 14 ans avant que la salle ne soit prête. Alors, dans son testament, il a voulu être enterré chez lui en Virginie, à peu près à 30 minutes d'ici. Sa femme, après, a été d'accord que son corps soit transféré ici, mais elle aussi, elle est décédée. Alors les enfants après ont refusé de donner le corps. Donc le caveau il est là, il est toujours présent, mais il est vide. Cette salle sert en même temps de fondation pour le grand dôme qui est en fait le grand symbole politique. Hein. C'est l'architecture politique des États-Unis. Les 40 pylônes nous renvoient à l'Égypte ancienne, qui permettent de tenir le grand dôme en lui-même qui pèse 5 millions de kilogrammes. Donc voilà. Et puis il y a des statues ici qui représentent les 13 États fédérés, parce que chaque État a droit à 2 statues dans ce bâtiment. Alors il y en a 13 ici qui représentent les 13 États fédérés. Donc il y a toute une symbolique sur la question de la fondation et des États-Unis et de la puissance architecturale politique. Au fur et à mesure que la visite guidée avance, les visiteurs se rendent compte de la complexité de l'histoire de la démocratie américaine. Alors les plus grands événements qui ont eu lieu à l'intérieur sont l'inauguration de Thomas Jefferson. Jefferson étant le premier président à être inauguré à D.C. Donc il a été inauguré dans cette salle 2 fois, en 1801 et en 1805. Et il y a eu la ratification de l'achat de la Louisiane, hein, quand Napoléon a dû céder la Louisiane en 1803. Et il y a eu la création de la première grande école militaire, ce qu'on appelait bien chez nous, par exemple, West Point à New York, c'était dans cette salle en 1801. Et alors, après, donc, le Sénat est allé en haut, et c'est une salle où je vais vous amener aussi.
la Cour suprême qui n'avait pas de salle de façon permanente dans le bâtiment, y est rentré en 1810 et y a séjourné jusqu'en 1860. Pourquoi la présence de la Cour suprême nous intéresse quand elle était ici? Parce qu'il y a les grands débats sur l'esclavage auront lieu dans cette salle. Dans les batailles entre les États fédérés et l'État fédéral, le gouvernement américain a décidé donc à penser qu'il fallait avoir une ville qui était sous l'emprise de l'État fédéral, où les lois seront harmonisées, faites et régies par l'État fédéral. C'est donc comme ça que la loi en 1789 crée le district de Columbia, qui devient donc la capitale des États-Unis. Or, c'est un district qui a plusieurs villes à l'intérieur. Washington DC n'est pas la ville, n'est pas la capitale des États-Unis. Washington DC est une ville à l'intérieur de la capitale des États-Unis. Donc la capitale c'est le district de Columbia et qui avait donc Georgetown, Washington DC, Alexandria et Arlington. Or les deux dernières villes qui maintenant appartiennent à l'État de la Virginie ont été rétrocédées à la Virginie en 1846 parce que l'État américain n'avait pas respecté le deal que l'État ne devait pas construire un bâtiment fédéral en Virginie. Ils l'ont fait et ils ont dû rétrocéder cette partie du terrain à l'État de la Virginie. Là où il y a par exemple le cimetière des militaires, ça faisait partie du district de Columbia jusqu'en 1846. Alors la construction de ce bâtiment commence en 1790, donc un an après le vote de la loi. Et il faut attendre 10 ans pour que la première mouture sorte de la terre. Et voici l'entrée principale du bâtiment des États-Unis. C'est le même portillon, rien n'a changé. Le Capitole est le symbole du gouvernement le plus connu au monde. C'est ici qu'ont lieu, comme le 20 janvier 2025, les cérémonies d'investiture des présidents des États-Unis. C'est également ici qu'ils prononcent leur discours sur l'état de la nation. À l'intérieur du bâtiment, l'on apprend que de nouvelles ailes ont été construites pour satisfaire à la fois l'augmentation des sénateurs et des représentants et l'accession de nouveaux États à l'Union. Les deux assemblées se réunissent dans deux hémicycles séparés dans chaque aile du Capitole. En 1857, donc, ils décident de construire quelque chose de plus grand parce qu'ils avaient 240 députés. Ils sont passés à 400, d'abord à 350, puis 435. Et ils sont partis là-bas. Et là-bas, donc, c'est là-bas qu'ils sont placés. Tout autour de la rotonde, le corps du Capitole, espace cérémoniel, se décline l'histoire des États-Unis à travers des tableaux symboles de la démocratie américaine et du progrès humain. Le président des États-Unis, la plupart, à part, il y en a deux seulement qui n'ont pas prêté sur la Bible, tous prêtent sur la Bible. Ce monsieur était un pasteur. Lors de la guerre de Révolution, il est devenu militaire pour se battre pour son pays. Mais ses parents sont venus de la Hollande. Et après, il a donc fini comme lieutenant-colonel dans l'armée américaine après la guerre de Révolution. Il a été élu, il venait de la Pennsylvanie, et il a été élu membre du Congrès, député, et puis sénateur plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que, étant sénateur, les États-Unis décident quelle sera la langue officielle des États-Unis. Il y a donc entre le Dutch et l'anglais. Le vote a lieu, il refuse de voter. Parce qu'il ne veut pas trahir ses ancêtres et en votant pour l'anglais comme langue officielle. Et il ne veut pas aussi trahir son pays. Il décide de ne pas voter. Et l'anglais n'est pas passé. Jusqu'à présent, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Ouais. Statutairement, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. L'anglais ne l'est pas.
L'anglais, c'est la langue usuelle, parlée. La preuve, c'est que lui qui travaille pour l'État du Maryland, il va vous dire que si vous avez un problème au tribunal ou à l'hôpital et que vous êtes de culture espagnole ou française, c'est l'État qui paye la personne qui vient faire la traduction. La traduction. Surtout les Espagnols. Les Espagnols, là, il faut qu'on prenne un Espagnol pour venir traduire. Il est payé par l'État. Donc, ouais, c'est comme ça. Et c'est la seule voie qui avait manqué pour qu'ils atteignent le quorum. Oui. Du centre d'accueil, les visiteurs à la rotonde, passant par l'auditorium, où l'on projette le film d'introduction. L'on a de quoi se mettre sous la dent en termes d'illustration. C'est déjà une occasion et une opportunité pour tous les écans de se retrouver. Un écan est un ensemble, est une personne qui appartient à une grande communauté. Nous avons peut-être des variations au niveau du parler, mais nous sommes tous un. Nous sommes tous des descendants d'une seule personne. Et quand un de nous appelle, comme à l'ancien temps, nous répondons présent. Pour la visite du Capitole, je voudrais dire que voilà également une grande première, une innovation parce que beaucoup de communautés viennent ici et ne visitent pas le Capitole. Je reviens ici pour la deuxième fois, c'est vrai, mais je suis très impressionné. Et vous savez, les États-Unis, c'est un grand pays. Ce Capitole est à l'image du Capitole à Austin. Le Texas est indépendant depuis 1736, alors que les États-Unis sont indépendants en 1776. Donc, c'est beau. Et s'il y a des Camerounais, voici une inspiration, ils peuvent venir ici s'inspirer de faire des batailles qui ne servent à rien. Le Sénat, installé dans l'aile nord du Capitole, c'est 100 membres, tandis que la Chambre des représentants, c'est 435, ayant chacun un droit de vote.